Bon, bonsoir, bonsoir. C'est parce que je me tiens près du micro, loin du micro, comme je l'ai déréglé. Vous me dites si vous m'entendez. Bonsoir, DJ. Bonsoir, Chakali. Bonsoir, Mr. Tuki. Merci. Oui, je suis là. En plus, premier degré, je suis quelqu'un de très lent dans tout en général. Donc, voilà. Ça colle à ma peau, quoi. True Albert. Je sais pas si t'es un bot, mais ou pas, mais salut, bienvenue à toi, si jamais. Qui est-ce qui a voté fucking rompiche sur 10? Est-ce que ce serait pas. Est-ce que ce serait pas. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que ce serait pas fucking Simon? Alors qu'il a même pas vu la course. Attends, la musique. Attends, la musique. Cordialement. Merci bien. Pas d'ambiance, on n'a pas besoin d'ambiance. On est en deuil pour l'équipe des Rouges italienne. Cordialement. Un brillant hyper vide. Ouf! Oh, yeah. Bah ouais, mais tu votes pas rompiche si t'as pas regardé. Esti. Qu'il est con. Et qu'il est con. Ça va vous? Me revoilà. Alors bon, résidu de Covid, pire dur. Tout va bien. On voit ce qu'ils m'entendent galérer à respirer. Tout va bien. Enfin, c'est chiant pour vos oreilles, quoi. Mais bon, voilà, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je suis habitué à m'entendre pouffer. Ouais, merci. Merci. Surtout lui qui est beau, hein, même si bon, voilà. Il est âgé, il n'a pas connu grand public, mais voilà. Ça reste un beau bébé pour autant. Du coup, toi, t'as pas vu. Ben, on va se mater les highlights, peut-être. Genre, on les regardait plus, les highlights, mais si t'en as l'envie. Exactement. Exactement, box. Est-ce que vous voulez voir ça? On se regarde ça vite fait, puis après, on parle vite fait des résultats, puis on va checker mon infographie sur les duels en qualification en course, hein, qui s'en est mieux sorti. McLaren, combien putain, je fais chier. Bah, attends, tu sais quoi? Je vais l'afficher, même si bon. 7 et 15, McLaren. Je pense que ça va chacun. J'ai pas bien suivi la course de McLaren, mais on va voir. J'ai récupéré d'autres infographies sur les pit stops, etc. C'est peut-être en termes de timing de pit stop. Je pense pas qu'il soit passé sur les hards, ou peut-être que oui. Je sais que les pneus hard, c'était giga tendax, hein, on va le voir. Charles peut en parler d'ailleurs. Ouf, enfin, peut en parler. Oui, bah si, il peut parler des hards, Charles. Euh... Si, je peux mettre la highlights pareil, c'est pas un problème. Je suis juste en train de. Normalement, j'ai le droit, hein, c'est du contenu. Il y a juste que si je mets la rediff sur YouTube, ils vont me casser les couilles avec le fait que j'ai mis ça sur la rediff. Pardon, qu'il y a ça sur la rediff, je veux dire. Est-ce qu'on se prend les highlights sans commenter en anglais ou en français? Vu que j'ai plus F1 TV, je peux plus avoir les highlights sans commentaire. Ça, c'était trop bien. Je peux faire mes commentaires dessus. Vous préférez quoi, français ou anglais? On va parler de clown, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, c'est très drôle, hein, j'en parle vite fait. Merde. Putain, bordel. Malgré le fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé lundi dernier à 19h sur Twitch de la part d'une chaîne de télévision ayant les droits de la Formule 1 en France, si vous voyez ce que je veux dire, je me suis fait mettre les deux bras dans le fion à 19h. Mais bon, ainsi soit-il. Quand t'es personne, c'est normal. Mais j'avais, comme d'habitude, pris des notes, hein, pour le Grand Prix de France. C'est marrant parce qu'à Ferrari, j'ai marqué la clownerie is back en France. La clownerie is back. Et, euh, et puis, bah, la clownerie a perduré. C'est drôle, quoi. Vous savez quoi? Je vais vous les mettre en français. Oh, ok. Enfin, c'est belge, hein. Alors, moi, je mets ceux de Canal, mais je sais pas si ceux de Canal, j'ai droit. Bon, pensez là. Ah, je sais, vous avez pas l'image, je sais. Le son vient de me péter les oreilles, en plus, c'est vraiment un bonheur. Un bonheur. Hop là. Je vais baisser un peu le son. Par rapport au Grand Prix de Hongrie, et puis du coin de l'œil, à côté de Photoshop, j'ai vu la news de la part d'Aston Martin. Alors, sur le coup, j'ai pas cru, on va en reparler un peu plus tard, mais quand j'ai vu ça, les grands. Pardon. J'y ai pas cru. Je pensais que c'était un compte fake ou quoi. Puis en regardant bien, si, c'était bien le compte. Le vrai compte Aston Martin. Et, ouais. Ouais. Incroyable. Incroyable.
Du coup, très rapidement, on regarde ça. Ah oui, abandon pour Bottas, abandon mécanique. Euh, J'eus cru que Nicolas Latifi pourrait terminer devant Alex Albon. S'il aurait pu, il faut rappeler que pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le week-end, bon, certes, il y avait les conditions météo, mais en essai libre 3, Latifi se classe P1 sous la pluie et Albon P3. Les deux Williams sont super bien marchés dans les conditions humides en tout cas. Et c'était fou. C'est fou. Comme quoi, hein, ça a beau être des peintres, à chaque fois qu'il y a des conditions pluvieuses, les pilotes qu'on considère comme plus faibles, ou en tout cas pas comme ayant le talent pour être en F1, c'est eux qui s'expriment, qu'on l'avait vu avec Lance Stroll en Turquie en 2020, je crois. Et, euh, et puis à d'autres reprises, quoi. Donc, insane. Et voilà, c'était mon quart d'heure canadien. Fallait que je parle de Nicolas Latifi, que Simon aime nous rappeler, bien évidemment, qu'il n'est plus dans la course au titre cette saison. Sac à foutre. Tsunoda. Alors Tsunoda spin, il me semble, en course. Je suis en train de réfléchir. Magnussen, au départ, a un contact avec Albon. En plus, Albon pit très tôt et il me semble qu'il change d'aileron. Il arrive à finir devant Latifi, quoi, ça fait mal. Schumacher Magnussen, bon, bah, l'upgrade du côté de Haas sur la voiture de Magnussen pour en faire une version bis de la Ferrari avec ses pontons baignoires très creusés. Fini derrière Schumacher, quoi. Doesn't work. Doesn't work. C'est pas le tout de copier, hein. Parce que du copier, on le voit avec Aston Martin, ça marche pas forcément de copier une autre voiture, quoi. Au moins, ils ont été francs, Gunther Steiner l'a dit, hein. Sans avoir de données réelles de la part de Ferrari, Schneider a dit on a copié la Ferrari. Comme ça, c'est clair. Ricardo, t'en peux plus. Hein, Ricardo. Alors, Norris part quatrième, il termine septième, quoi. Et il termine très très loin. Hein. Il termine quasiment un tour. Hein. Plus une 18-3. Il est à 3-4 secondes près, Max lui met un tour. C'est quand même fou, quoi. Quand même fou. En dehors de ça, oui, Ricardo. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé par rapport à Alonso, et puis aussi Sébastien Vettel au cours de la semaine. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est très lié. Bah forcément, Sébastien Vettel, pendant Alonso, là, ces mouvements-là. On en reparlera tout à l'heure. Mais Ricardo était aussi sur cette balance-là. Puis en soi, il l'est encore d'une certaine manière. Même si. Pardon. Je vois pas où est-ce qu'il va bouger maintenant. En soi. Mais bon. Ricardo de retour chez Alpine, je pense pas, non. Je pense pas pour plusieurs raisons. Bon, après, il n'y a plus vraiment. Ah, si, encore. Comment il s'appelle Putain, j'ai oublié son nom, le mec chez. Salut, Narco. Narco. T'es qui déjà, Narco, sur le Discord? Non, je pense pas que ça arrive. Mais je me dis d'une certaine manière, même si bon, c'est tel que tel, quoi. Hein, c'est des choses qui arrivent, mais il l'avait payé, il lui avait offert un pont d'or à Daniel hein, chez Alpine, quoi. Ils ont creusé dans le fin fond de la tirelire pour le récupérer, quoi. Ils ont proposé un bon chécos et tout. Puis c'est barré vite fait, quoi. Déjà, chez Alpine, il faut Gasly. Gasly a été déjà reconduit au moins pour 2023 chez AlphaTauri, même si, bon, c'est pareil, hein, la reconduction, ça n'empêche pas que Alpine peut négocier puis le récupérer. Gasly Ocon, ouais, c'est giga mort d'ailleurs parce qu'ils étaient, je pense, amis, en tout cas en très bonne entente par le passé. Et puis ça s'est terriblement dégradé. Alors peut-être que d'un point de vue professionnel, ils seraient capables de cohabiter, mais j'y crois pas trop. Puis bon, je déteste pas Esteban Ocon, mais il y a certaines choses, et puis notamment par rapport au Grand Prix d'Hongrie, je me dis purée, c'est dur, hein. C'est compliqué. Hein. Alors ça n'a pas tant de rapport en soi, mais on en reparlera tout à l'heure d'Esteban Ocon, encore une fois, par rapport à ses agissements en course. Ah, Captain Neo, ben ouais, ça va?
Ça va, Captain Nemo. Pardon. Non, chez Alpine, je pense très clairement que là, la voie, elle est toute dégagée pour Oscar Piastri, champion en titre, encore, il me semble, de F2. Et puis, pilote de réserve d'Alpine actuellement, quoi. Donc, pour moi, tout simplement, là, le fait qu'Alonso parte, c'est porte grande ouverte pour Oscar Piastri. C'est aussi simple que ça. Puis ce serait logique, en fait. Ce serait logique. Mais en fait, attendez, hein, je vais essayer de retrouver. Je sais plus. C'est pas la bonne infographie, ça. Ça non plus. Je cherche, hein, j'ai tellement 10 000 trucs. Moins que ce soit de ce côté ici, non plus. Je cherche. Mais j'ai préparé 12 000 trucs, hein, mais. Ok. Bah, ça, c'est marrant d'ailleurs, on va en reparler aussi, hein. Les prévisions de Pirelli par rapport aux stratégies de Ferrari. Je reviens ici. Je ne retrouve pas, à moins que je l'ai préparé sur l'ordinateur directement. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah si, je l'avais préparé. Attendez, je cherche, excusez-moi. Si c'est là. J'ai Fernando à l'image, là, sur ma tête. Voilà. Ça, il me semble que c'est le compte officiel de la F1 qui a partagé cette infographie. Merci à eux. Thank you. Ça, globalement, c'est la situation contractuelle, qu'on pourrait dire, de la grille actuelle pour 2023. Ça, c'est ceux qui ont un contrat pour l'an prochain, mais qui sont pas forcément safe en soi, même si Daniel peut dire ce qu'il veut. Et il me semble que c'est Julien Febvre qui le disait d'ailleurs. J'ai un doute, hein, que c'était Julien. Il disait, il peut répéter ce qu'il veut. Il y a des choses qui, enfin, sportivement parlant, quoi, en termes de résultats, Ricardo, c'est. En plus, justement, j'ai préparé les autres infographies par rapport au duel en qualif et en course pour me rendre compte que plus les week-ends s'amenaient globalement et plus il dégringolait en fait. W. En bas à droite, c'est Williams. Tuki. Chez Williams, justement, d'ailleurs, je pensais qu'Albon, il lui avait fait signer un contrat pluriannuel, en fait. Puis vraisemblablement, ils lui ont balancé qu'un an, peut-être un an en option, quoi. En gros, ouais, ça donne que chez Williams, il n'y a plus rien. Latifi, il n'a pas de contrat et vu ce qu'on entend, c'est ciao ciao, quoi. Bon, sur cette infographie-là, il n'y a pas vraiment les, les, les candidats potentiels à chaque siège. Je ne sais pas si je vais la retrouver. J'ai préparé 10 000 trucs, je me suis perdu. Mais je sais que Canal avait préparé. Ah bah, ça elle apparaît sur l'écran. Pas ce que je voulais forcément, mais tant pis. Ça, c'était Canal qui avait partagé ça. Avec, à la base, chez Aston Martin, il y avait pléthore de clients. Nicole Hülkenberg, Daniel Ricciardo, il me semble quelques pilotes de F2. Je les ai masqués là, donc je vois plus rien. Il y avait, d'après Canal, Alex Albon, Nick De Vries, Mick Schumacher. Ah, d'ailleurs, c'était aussi le premier, comment je fais ça? Le premier pilote évoqué par Julien Febvre chez Aston Martin, avec le départ de Sébastien Vettel, c'était Mick Schumacher. Pour moi, à aucun moment. Il pourrait y avoir qui chez Williams, ben, comme tu le vois sur cette infographie-là, encore une fois, c'est une estimation de la part de Canal, etc., ou des bouts de couleur. Pour moi, chez Williams, à l'heure actuelle, je suis pas la F2 de façon assidue, voire totalement pas même. Mais en termes de résultats, etc., Logan Sargent, l'américain, qui est pardon, un pilote Williams en soi, je sais pas si on peut le dire quand je fais ça. Filière jeune pilote, quoi, Williams. Ouais, Logan Sargent, pour moi, il aura une place de titulaire chez Williams en 2023, à mon avis. Là, on voit aussi Felipe Dragovic, Nick De Vries, encore une fois. Oscar Piastri, pour moi, il ira chez Alpine, c'est une certitude. Alex Albon, ils vont le reconduire, je pense, parce que l'air de rien, en ayant une année off, il n'est pas dégueu. Bon, comparé à Nicolas Latifi, j'aime mon Nicolas Latifi, mais voilà quoi. Difficile
Difficile de juger à perf par rapport à Latifi puisqu'il ne perfe pas. Donc ouais, je pense que leur line-up ce sera sûrement Albon, Sargent. Non? Vous en pensez quoi? Vous connaissez pas forcément non plus Logan Sargent, vous suivez pas forcément non plus la F2 comme moi. Mais encore une fois, moi, c'est les résultats et puis les quelques bruits de couloir, entre guillemets, notamment sur les réseaux, chez des personnes qui sont, comment dire, sur le terrain, quoi, on pourrait dire, que je suis un peu partout. Et c'est ce qui en ressort, quoi. Puis d'ailleurs, il me semble que Julien, ce week-end, l'a encore évoqué, Logan Sargent. Et je pense qu'il plaît de plus en plus à. Ce qu'il propose plaît de plus en plus à Williams. Et je le vois bien, ouais. Je le vois bien récupérer le baquet de Latifi. Je pense. Je pense pas que tu l'auras. Alors c'est marrant parce que je vois qu'ils évoquaient aussi. Enfin, ils spéculaient sur Albon chez McLaren ou Piastri. Pour moi, là, cette infographie, là, côté McLaren, c'est non. Je suis toujours sur mon idée que McLaren a des atomes crochus avec les États-Unis, de par le fait que Zak Brown est américain. Ils sont implantés en IndyCar. Ils ont beaucoup de connexions, davantage de connexions. Et je pense que je sais pas, ça veut dire leur business plan à McLaren F1, c'est un vrai lien avec le marché nord-américain, avec les États-Unis. Et encore une fois, pour moi, si Ricardo doit sauter, ils iront voir du côté des pilotes IndyCar qui testent un peu à droite à gauche. Pardon. Il y a quelques semaines, ils ont fait rouler Colton Herta qui était au Portugal. C'était très forcément quoi. C'est aussi une façon de se mettre en avant. Mais lui était très content. Puis il était en mode je suis prêt pour la F1, let's go, etc. Puis encore une fois, à la fin de la saison 2021, ils ont testé aussi le Mexicain Patricio Howard, pilote IndyCar. Donc encore le marché américain, même si là c'est Amérique centrale. Donc encore une fois, moi sur cette infographie-là, pour moi, ni Albon ni Piastri ira chez McLaren. Encore une fois, chez Alpine, je vois un line-up Ocon Piastri qui peut marcher en vrai, hein, en soi. Je regarde le reste rapidement. Schumacher, Schumacher, c'est très drôle parce que cette semaine, ces derniers jours, il y a beaucoup de personnes qui rapportaient que son contrat avec la Ferrari Drivers Academy, enfin avec Ferrari en fait, n'a pas été renouvelé. Donc tout le monde était là en train de spéculer en mode bah il renouvelle pas avec Ferrari, c'est qu'il va partir du côté d'Aston ou autre. Et puis ben non, en fait. Même si avec Alonso ça s'est fait dans les peut-être Vettel annonce mercredi sa retraite à la fin de la saison. Il semble qu'Alonso il a commencé à discuter depuis le week-end d'avant ou j'ai un doute là-dessus, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Puis forcément vendredi soir ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré vendredi soir. Puis entre-temps, Alonso, lui, qui discutait avec Alpine, en gros, de ce que j'ai lu, forcément, c'était une histoire de sous. Et puis, je pense qu'Alpine, ils n'ont pas souhaité répondre aux demandes financières d'Alonso, peut-être une revalorisation ou autre. Mais du coup, c'est là que ça a rompu. C'est qu'Alpine n'a pas voulu allonger davantage le chèque-os. Et, forcément, Aston, Lawrence Stroll, le chèque, il t'allonge le chèque que tu veux. Et puis lui, il avait envie, c'est un fait, hein, Lawrence Stroll, pardon, il avait envie d'un gros nom. Il y a eu Sébastien Vettel qui était quand même un nom important en F1. Il disait, il faut que je replace un autre gros nom dans l'équipe, etc. Le nom Schumacher, d'un point de vue business, qu'on pourrait dire, ça sonne bien quoi en soi. Même si c'est pas Michael, là, c'est son fils, pas le même talent. Je suis méchant, mais pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Euh, Fernando Alonso, double champion du monde chez eux, alors là, c'est plutôt pas mal non plus comme vitrine, quoi. Alors Ricciardo chez As, non. Non. Vraiment? Ricciardo chez As? Est-ce que quelqu'un y croirait à ça, Ricciardo chez As? Ricciardo qui a souvent... Comment je fais ça? Comme tu me diras, n'importe quel pilote de F1, je pense. Chacun a eu dans un coin de la tête Ferrari en tête. Chez As, il trouverait au moins le moteur Ferrari, quoi.
Pas Ricardo Chasse, c'est pardon. Je sais pas s'il est fini. Bon, à chaque fois que j'évoque Ricardo dans cette saison en cours, je repense à ses mots en début de saison en mode je serai jamais champion du monde. Il y a il y a une forme de logique, mais l'exprimer ça publiquement, etc. Je me suis dit, putain, mentalement, que le mec, c'est bon, quoi. Il a complètement lâché, en fait, quoi. Il a cédé. Je suis sûr qu'Alonso a 41 ans cette semaine. Je suis sûr que le mec, il se dit encore, moi, demain, je vais chez Aston, on éclate tout. Il était chez Alpine, Alonso, et de se dire, moi, je jouais des wins et puis des championnats. Ce qui n'a pas été le cas. Et chez Aston, à moins d'un miracle, comme je l'ai écrit sur le Discord ce matin, euh, à voir ce que ça va donner, mais je vois pas comment il va pouvoir jouer des top 3 avec Aston la saison prochaine, à moins vraiment qu'ils arrivent à tout chambouler, mais je vois pas comment. Ouais, je pense aussi. Ouais, ouais. Mais de ce fait, à moins que ce soit que des rumeurs, encore une fois, moi je suis pas dans les petits. Je suis pas dans les couloirs en interne, etc. Mais l'histoire qu'il n'ait pas renouvelé avec Ferrari son contrat, bon maintenant peut-être qu'ils vont le renégocier, hein, vu qu'en soi les portes sont. euh, c'était quoi Schumacher l'idée? Ah ouais, Aston Martin, putain, j'ai vraiment un mémoire courte. Vu qu'Aston Martin maintenant c'est barré, peut-être qu'ils vont négocier ou quoi. Mais ouais, je pense. Pardon. En dehors de ça, ouais, je pense que As va lui donner une deuxième saison. Une troisième. Puis deuxième chance. Ouais. Pas dit deuxième. Ouais, ouais. Une nouvelle chance de démontrer. Euh, on va le voir après avec les infographies, mais il s'est quand même fait un peu taper. Surtout en qualification, je crois qu'il s'est fait taper. Et puis en course, il a inversé. Bon, avec quelques malchances aussi du côté pardon, de K-Mag. Puis il faut pas oublier que Magnussen revient d'IMSA. Euh, c'est quand même impressionnant ce qu'il a proposé sur la première partie de saison, quoi, le Kevin. Je vais retirer ça 2 secondes. Et puis je vais mettre. On regarde vite fait le classement pilote. Tiens, ça n'a pas de rapport parce que je voulais qu'on parte directement sur. Quand on discute de la mi-saison de chaque équipe, en fait. On va en parler dans 2 secondes. C'est juste pour souligner, hein, vous l'avez remarqué, que George Russell est repassé devant Carlos Sainz pour 2 petits points. En dehors de ça, il n'y a pas eu de mouvement au classement pilote. Vettel qui est arrivé à hauteur de Gasly, il me semble, avec 16 points. Mais pas de mouvement réel au classement pilote. Et au classement constructeur, il me semble qu'il n'y a pas eu de mouvement non plus. Souvenir, hein. Non, non, c'est ça. Toujours 4 points d'écart entre Alpine et McLaren pour la 4e place. Bon, Red Bull qui est parti un petit peu loin, quoi. Vite fait. Mercedes 30 points derrière Ferrari seulement, hein. Encore une fois, il y a quelques week-ends de ça, j'étais en mode. Quand je voyais qu'il y avait quelques. Mais même du côté de Red Bull, en soi, il y avait quelques failles, que ce soit en termes de fiabilité ou de façon générale, en termes de performance pure. Euh, et que Mercedes, à chaque fois, ils capitalisent, enfin, ils scorent, quoi, en fait, hein. Ils sont là en mode opportuniste à 100%, quoi, avec leur voiture de merde, en tout cas au départ. Et ça donne qu'ils sont seulement 30 points derrière. Et à ce rythme-là, imaginons que Ferrari, je le souhaite pas, hein, s'il y a des fans des rouges là dans l'assemblée, je souhaite pas que ça continue comme ça, les conneries. Que ce soit du côté des pilotes, parce que les pilotes en ont fait, que ce soit Sainz sous Charles, et, euh, et du côté des stratégistes, etc. Quoi. C'est pas souhaitable. À ce rythme-là, il va se faire dévorer par Mercedes au constructeur. Quoi. Ah, parce que. Ah ouais? Bah, spécialement l'église ou. Non, c'est souvent serré, non? Qu'à l'église, quand même, dans le bordel, quoi. Alfa Romeo décroché derrière, As décroché derrière. Alors, As, Alpha Tauri et Aston Martin, ça peut commencer à devenir intéressant pour P7, hein. Alpha Tauri, ça score plus vraiment. Aston Martin, ça gruge des points par-ci par-là, ça se rapproche. As, c'est maigre aussi en termes de points sur les derniers week-ends.
Et puis, c'est dur à dire pour l'équipe historique qui est Williams, mais bon. 3 petits points, quoi. 3 petits points. Pourquoi plus? Bah, c'est vrai, pourquoi plus à l'église? La question se pose. Parce qu'à mon avis, c'est un peu partout. Après, est-ce qu'elle porte vraiment des strings, les biatchs, les bitches? Parce qu'elles n'ont pas besoin de ça. Allons, Simon. Si elle veut faire un petit quickie, être rentable, elle porte pas ça. Pourquoi pas? La question se pose. Merde, cette page-là, je vais pas fermer. Enfin, voilà pour ça, pour les classements pilotes et constructeurs. Néo, c'est Mercedes, toi? Il faudrait vraiment que je fasse un truc écrit où je note. Gamora, bonjour, si jamais. J'espère que tu vas bien. Sophia, hi. Je sais pas si tu es un bot ou pas, mais bienvenue en tout cas. Bienvenue à vous. Enfin, bienvenue à vous. Gamora, attendez, bien évidemment. Ça va être en train de manger. Ouais. Pour moi, vous savez pour qui va mon fanatisme, mon énorme fanatisme. Alors, je ne retrouve pas encore une fois. Ça, c'était quoi? Ah! Bah, on va en venir avec Ferrari, tout ça, là. Ah, quoique, on peut le regarder vite fait, celui-là. Les pit stops. Pit stop, ça a donné. Faut savoir que sur la voiture de Charles, bah, c'était les seuls à faire ce medium hard, il me semble. Hein. Il n'y a personne qui a fait ça. Hein. Alonso Ocon a fait medium hard et on a vu ce que ça donnait. Les hard ne fonctionnaient pas du tout. Alpine et Leclerc, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, Bottas, mais Bottas, malheureusement, il a fini comme on sait. Puis ça avait pas l'air non plus très folichon en soi. Si on en parle vite fait par rapport à Leclerc, parce que ça, pour moi, ça me fait juste focuser l'histoire de Charles. Faut savoir que Charles Leclerc. Le top 6 de la grille de départ, il leur restait 2 trains de médium 9, un train de hard 9, et tout leur soft était usagé, sauf Perez qui avait un train de soft 9. Perez a posé au départ son train de soft 9 comme on le voit sur l'infographie là, puis il a passé 2 médium 9. C'est 2 médium 9 restants. Leclerc, du coup, il a passé ses 2 trains de médium 9 et son seul train de hard 9. Donc il avait plus de train de pneu 9 de quelque sorte que ce soit. Maintenant, c'est certain que dans l'idée, il aurait dû faire 2 fois soft, peut-être. Attends, est-ce qu'il peut faire ça? Ben non, il doit allonger son deuxième médium, en fait. Ça n'a pas de sens, surtout. Son deuxième relais de médium est ridicule, hein. Il fait quoi? 20? Il fait 10... Non, même pas. Tu sais, il fait 18 tours. Mais surtout pour ce que... Ah, ok, ok, t'es fan d'Alpine et de Leclerc, ok. Pardon, j'avais pas suivi. Ok. Et surtout pas pour Verstappen. Alors, je suis pas un fan de Verstappen, mais j'apprends à l'être. Hein, soyons précis. En tout cas, je suis admiratif. Je vais pas nier, je suis admiratif par ce que propose ce garçon. On peut le détester autant qu'on veut, mais c'est une signe. À partir de... Forcément, hein, il faut la voiture qui marche aussi pour faire les perfs qu'il fait. Après, voilà. Bon, allons débat. Je sais que beaucoup ont la saison 2021 en travers de la gorge. Hein. En dehors des choix de Michael Messi, moi j'étais très satisfait de cette saison, bien évidemment. Bref, pas vraiment le sujet là. Albon, il fait 2 tours en soft, il pète son aileron sur Magnussen, médium, re-soft, F1. C'est quoi ce dernier relais en soft Il fait 29 tours sur les softs à la fin, Albon. Putain, ça devait être amusant. Ça devait être très amusant. Latifi, medium, soft. Ah, la même. Ah non, lui, il fait medium, soft, pardon. Il repeat encore une fois. Ouais. Russell, la même strat que Verstappen. Leclerc, Hamilton, pardon, strat inversé comme Sainz.
Vraiment, c'est vraiment du côté de Leclerc où. Sur le moment, pour être franc, hein, sur le direct avec Charles Leclerc, moi je me disais, ils n'ont pas le choix parce que, encore une fois, ils avaient plus de train neuf, de quelque gamme que ce soit. À partir du moment où ils ont passé les deux trains médium et le hard, c'était finito. D'ailleurs, Verstappen, c'était. Bah ouais, Russell aussi, hein, c'était soft usagé au départ. Encore, ouais, oui, avec Perez qui avait des soft neufs dans le top 6, comme je le disais. Donc, dans l'idée, sur le direct, je me disais, bah, ils n'ont pas le choix. Mais bon, à l'inverse, en voyant comment Alpine ça se passe avec les hards, je me disais, c'est peut-être pas le bon plan non plus. Donc, pardon. Globalement, ce qu'ils auraient dû faire Ferrari, c'est repeat une fois de plus, faire 2 fois soft après les médiums. Faire médium, médium, soft, soft. Bah non, encore une fois, putain, je suis con. C'est le deuxième train de médium, enfin le deuxième relais médium qui est trop court en fait. Il est bien trop court quoi. Il fait 18 tours. Ouais, GG, GG, GG. Je vous aurais pas de. Il n'y a pas de récompense, mais GG quand même. C'est simple. GG pour votre fidélité, votre présence. Vous êtes beau, vous êtes magnifique. Mais bon, bref. C'était pas maintenant que je voulais m'attarder là-dessus. De toute façon, on va y revenir après avec Charles Leclerc. Ok. On va survoler certains rapidement parce que bon. Je pense pas qu'il y ait forcément de fans de Williams dans l'assemblée. Euh, euh, que dire? Que dire? Hein? Est-ce que ça picote pas un peu pour Nicolas cette statistique des duels en qualification en course face à un Alex Albon qui était plus en F1 la saison dernière? 11-2 en qualification, 10-3 en course. Quand on voit ça, on comprend pourquoi sa place finito. Finito, Niki. Hein, notre dieu à tous. Paulman, est-ce qu'on peut dire ça? Paulman de la FP3 en Hongrie, sous la pluie. C'est dur, hein. C'est très très dur. Encore en plus, c'est marrant, bah, ça change rien, hein. Ça fait pas son talent au volant, etc. Ou son non-talent, justement. Mais GF Ebro dit c'est un garçon très sympa et tout, puis ça a l'air d'être le cas. Il a l'air assez tranquille, assez gentil, pas assez mordant au volant, quoi. En tout cas, il est en. Bon, je trouvais, moi, en France et puis ici en Hongrie, qu'il avait l'air quand même plus à l'aise, mais pas forcément dans un meilleur rythme, quoi, avec la Williams. Ainsi soit-il, quoi. Ainsi soit-il. Alors ça, j'ai trouvé ça drôle. Je trouvais ça drôle de voir. Après, je me suis peut-être trompé, hein. J'ai fait ça vite. Je me suis trompé, j'en suis désolé, mais je pense pas que je me suis trompé. Vettel qui se fait ramasser 8-3 en qualification par Stroll. Alors, je sais que quand Vettel revient de Covid, en fait, les 5 premiers week-ends, Stroll le bat à chaque fois, je crois. Il me semble que c'était ça. Ok, ça marchait, pas de souci. Bon jeu. Je vais parler tout seul, c'est pas très grave. En course à l'inverse, bon. Les courses à Aston Martin, on pourra tout à fait franc, je les suis pas vraiment, même si j'adore Seb, que je suis fan de Seb. Malheureusement, c'est tellement loin derrière. En plus, à la réalisation, on voit pas forcément leurs courses. Euh, c'est serré, l'air de rien, hein. 6-5 en course. C'est pas si pire de la part de Lens non plus, j'ai envie de dire, hein. Peut-être que Vettel, lui, il a un peu lâché aussi, quoi, en soi. Mais c'est pas mal, quoi. C'est pas ridicule du tout de la part de Lance Stroll, hein, ce genre de statistiques. De façon générale, Aston, bon, euh, c'est Aston Martin sur la première partie de saison, ça a joué une fois de temps en temps une P10. Je pense au meilleur des cas, peut-être une P7 pour Seb. Euh, L'air de rien, c'est quand même celui qui a le plus de points dans l'histoire. C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf, mais il y a bataille avec AlphaTauri notamment, hein. Et bah, c'est un peu plus loin, je crois. J'ai déjà oublié parce que j'ai pas de mémoire, mais bon.
AlphaTauri. 8-5, 8-5. Alors, AlphaTauri, ben, AlphaTauri, la voiture, c'est shit, quoi. C'est poupe, l'AlphaTauri. C'est là que tu vois que quand tu as une voiture caca, tes perfs sont caca et ton pilotage est un peu caca aussi, hein, avec les erreurs à répétition de Pierre. Puis Yuki aussi, hein, notamment Silverstone où il s'occupe d'embrocher son cher teammate. Euh, c'est dégueulasse. C'est pas ce qui paraissait, à mon sens, aux essais hivernaux, à Bahreïn et Barcelone, du côté d'AlphaTauri. Je trouvais qu'ils étaient pas mal. Enfin, que le niveau affiché était plutôt pas mal, voire peut-être même, j'exagère peut-être, mais de mémoire, pour moi, ça matchait presque Red Bull, quoi. Là, à ce moment, je me dis, ils se sont copiés la voiture, les mecs, et puis let's go, quoi. Mm. Arrivé à Bahreïn, c'était plus trop ça, quoi. Puis ça, encore une fois, ça impacte forcément sur le marché, la cote de Pierre. Puis c'est un peu celle de Yuki, parce que même si Yuki n'est pas là depuis longtemps, et puis que, bon, j'ai en tête les propos d'Helmut Marko notamment, il me semble qu'il disait futur champion du monde ou un truc dans le genre. C'était un peu exagéré, mais dans le sens où il avait l'air très performant, etc. Puis sa première saison chez AlphaTauri, elle est pas dégueulasse, il y a des erreurs, des crashs, mais pas dégueulasse. Là, forcément, leur niveau à tous les deux, il est à la hauteur de ce que la voiture peut proposer, et c'est pas forcément folichon. Encore une fois, c'est pas ouf pour Pierre, quoi. Puis là, pour l'instant, il est stuck dans tous les cas, et ça bougera pas de là, je pense. Alors ça, oh putain, j'avais oublié la stat en qualif entre K-Mag et Mick Schumacher. 11-2 quand même en qualif pour Magnussen. 8-4 en course. Pardon. Magnussen qui frappe fort d'entrée à Bahreïn, hein, si vous vous souvenez, il fait P5 je crois, ou un truc dans le genre à l'arrivée. Pour sa première course depuis plus d'1 an, c'était quand même insane. C'est là où il a marqué son plus gros nombre de points, hein, je pensais. Attendez, je vais essayer de m'afficher le classement pilote. Je m'excuse, mais juste pour avoir une idée, hein. Hop, voilà. Paf. Magnussen, il a 22 points, il en marque quasiment 15 à Bahreïn sur ses 22 points. Ben, je peux pas. Je suis là pour tout partager, donc je partage ma mort en direct. Soyez gentils, envoyez-moi des fleurs. Faites des dons pour mes obsèques. Mes abeilles. Donc bon, après c'est propre de la part de... Pardon, en cours c'est propre de la part de Mick, hein, 8-4. Je l'avais pas vu finir, hein. Puis encore ce week-end, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est Kevin qui a les upgrades, la petite copie Ferrari et qui a pas forcément marché. Ce qui est drôle, c'est que je trouve que comme Aston Martin, il tente quelques copiages sur les voisins, sur les garages voisins, mais c'est toujours pareil, quoi. Pas une mixture qui va forcément prendre, quoi, par rapport à la philosophie générale de la voiture, j'ai envie de dire, quoi. Puis à l'exploitation, peut-être aussi. Peut-être qu'il faut comprendre aussi davantage cet upgrade, mais en tout cas, euh, sur le Hungaroring, quoi, il y avait zéro différence, voire même Mick était mieux que K-Mag avec les upgrades, quoi. Donc bon, c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf. Puis je pense que là, sont déjà finis, hein. Il me semble que cette histoire de, de copie Ferrari. À mon avis, ce sera la dernière tentative d'Evo de Haas cette saison. Et puis ils vont plier bagages. Ils sont déjà tournés vers 2023. Il me semble que j'avais entendu que dans tous les cas, ils coupaient tout, hein. Ça allait connaître une seule upgrade majeure et puis ça va s'arrêter là. Bonne chance pour la suite. Alfa Romeo. Alors, Alfa Romeo, je m'attendais à ce que Zhou Guan Yu Zhou et des stats plus élevés que ça face à Valtteri, mais il se fait déchirer. Mon constat général à chaque fois en course avec Guan Yu Zhou, c'était qu'il avait pas de rythme, etc. Qu'il avait du mal à se mettre dans le rythme et tout, et puis ou qui a pas été non plus aidé, hein. Que ce soit Valtteri aussi d'ailleurs en termes de fiabilité, encore une fois en Hongrie, ça arrivait à mettre prise, quoi, où il y a eu des problèmes de fiabilité, pardon, fiabilité en course.
Mais je m'attendais pas à 10-2 et 10-3. Faudrait que je revoie. Peut-être que j'ai mal checké aussi de ce côté-là. J'ai fait un peu ça à la va-vite hier soir, mais c'est incroyable. Pour autant, ça m'enlève pas l'idée que Guanyujo, il est intéressant. Pour un rookie, il se démerde pas mal. Il est très pro, je trouve. Il a l'air très concentré, très motivé, et, très appliqué, en fait. Je trouve ça fort intéressant. On verra sa deuxième partie de saison, etc. Puis aussi, si, l'alpha pouvait devenir davantage fiable, ça pourrait peut-être les aider aussi, quoi. Tous les deux, d'ailleurs. Mais bon, à suivre, quoi. Puis Valtteri, de son côté, il doit trouver ça sympa. Enfin, ça lui met moins de pression chez Mercedes. Il a un contrat à long terme. Bah, on le sent d'ailleurs, même dans son. Non, du tout. Du tout, justement. C'est pareil pour moi. Pour moi, Guan Yu Zhou, c'est une surprise parce que je suis pas du genre à critiquer les histoires de pilotes payants. Il est chinois, il arrive avec des mallettes pleines de billets issus de sponsors chinois, blablabla. Ça, c'est un truc qui me casse les couilles parce que globalement, tous les pilotes, d'une certaine manière, sont payants à certains niveaux par rapport à d'autres. Et moi, j'attendais vraiment de voir l'aspect sportif. Il y a eu Tsunoda, il y en a eu d'autres, hein. Ben, il y en a eu plein d'autres ces dernières années, quoi. Tsunoda, encore une fois, sur sa première saison, il n'a pas été si pire non plus. Mais là, Guan Yu Zhou, ça a été pas mal. Il marque son premier point dès sa première course, quoi. Pression fois là-bas. Exactement. Et Valtteri marque son premier point en F1 dès son premier Grand Prix à Bahreïn. Euh, Encore une fois, c'est le rythme en course qui pêche. Peut-être aussi, je m'attarde pas beaucoup sur les courses d'Alfa Romeo, mais d'un point de vue stratégique aussi, je pense qu'ils sont pas forcément aidés. Des fois, ils tentent des paris aussi, un peu comme le fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai constaté? Je crois que c'était Aston Martin en début de saison, qui faisait beaucoup de paris sur les stratégies pneumatiques. En mode, Sébastien Vettel faisait des relais de 3 km, et puis, euh, et puis très tardif, et ça bombardait en fin de course. Et il me semble qu'Alpha, ils ont fait ça à quelques reprises aussi, mais pas avec le même succès. Mais bref, il n'est pas inintéressant. J'espère qu'avec la pause estivale, etc., et, enfin, j'espère. Surtout se remettre d'aplomb en soi. Euh, et puis on verra ce que ça donne pour la suite. Mais moi, je suis agréablement surpris de la part de Guan Yu Zhou et je suis, je valide. Je, j'ai pas à valider quoi. Je suis personne, mais je valide sa place dans les 20 meilleurs pilotes du monde que constitue la grille de Formule. Clairement, il y a davantage sa place pour être tout à fait franc que Nicolas Latifi par exemple. Alors, je mets pas Lance Stroll, oui, parce que je considère que Lance Stroll n'est pas forcément un peintre, si on lui donne la voiture qu'il faut, etc. Quand même été capable de signer des perfs et des podiums. De façon opportuniste aussi, mais voilà, des podiums, un podium, je crois d'ailleurs, avec, Williams, il me semble, en Azerbaïdjan. Bref, faut pas dire que pour moi, Stroll n'est pas forcément un mauvais pilote par rapport à Latifi, qui est pas un pilote de F1. On va dire ça comme ça. C'est méchant, j'aime pas trop dire ça, mais réalité. Lucha a davantage l'étoffe d'un pilote de F1. Un bon pilote de F1. Je serais content d'avoir des réactions dans le chat. Là. Enfin, je serais content. Je m'attends plutôt, je veux dire, potentiellement des réactions dans le chat. Le logo McLaren est très sombre d'ailleurs, on ne le voit pas. C'est un détail. En dehors du fait qu'en course, ça se renivelle un peu, aussi par des circonstances, mais ça n'empêche rien. En qualification, Daniel se prend une descente du coude sale. C'est violent, quoi. Le 11-2, là, je pense qu'il est au niveau de ce que prend la. Bien, je sais plus. Ah ouais, ouais, c'est sale, hein. C'est sale.
D'ailleurs, ça me fait penser, tiens, on a un mec là, à l'image, j'ai vu un. Il me semble que c'était une entrevue de Lando Norris où il se justifiait parce qu'on lui disait que globalement, enfin, on l'accusait plutôt de faire des jeux mentaux pour écrouler Daniel. Vous voyez ce que je veux dire? Mind Games, c'est mon cul. Ça fait salut, gamin. Ça va? Là, ça fait mal son petit boule, mais tu t'en occupes de son petit boule à Daniel, tout va bien. On connaît, on sait. Je trouvais ça lunaire. C'est de la faute. C'est de la faute de la pression et de- comment je fais ça? Ouais, la pression mentale que mettrait Lendo les performances de Daniel. C'était comme ça que c'était amené. Et Lendo, il était là en mode, y a pas de jeu mental, hein. La F1, elle est ce qu'elle est, quoi. Soit tu performes pas. Ton teammate performe, toi non. Et puis là, mentalement, tu vrilles. Mais c'est en aucun cas Lendo volontairement, je pense qu'il donne ça. Je trouvais ça incroyable, quoi, cet article. Presque accusateur à l'encontre de Lando Norris. Lui, il a pour performer, et puis il a le coup de volant, il a le talent, puis il a l'aisance avec cette McLaren, et que Daniel n'arrive pas à avoir, ou pas au même niveau. Pardon. En tout cas, euh, c'est ouf. Bon, on va quand même pas lui reprocher de performer mieux que Daniel, quoi. Enfin, je sais pas. Mais ouais, ces stats-là font mal. Euh, ta gueule. Euh, bah, en quoi ils vivent pas la F1 pareil, selon toi? Mais arrête. Il s'est pas énervé sur Pierre Gasly, il est en train de jouer. Faut qu'il s'énerve sur Daniel maintenant. Qu'est-ce que je disais, putain? Pardon. Je suis perdu, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Un brillant meilleur. Toi, arrête avec ton chimie brillant. Casse-toi. J'en peux plus de lui. Euh, À quoi va ressembler la deuxième partie de saison, d'après vous, de Daniel notamment? Est-ce que vous sentez, il va se remettre d'aplomb mi-saison? Paf! Il inverse la vapeur. Si tu McLaren, surtout. Il est con. Et qu'il est con. Je le vois pas, personnellement, je vois pas comment il va inverser la vapeur. Ça fait 2 saisons, une saison et demie en tout cas, qu'il est chez McLaren. Ah ouais, mais je l'ai dit, comment je peux dire ça? Cette circonstance, je sais pas comment dire ça, mais il a une voiture de merde. Ça mène à un surpilotage et à des crashs du côté d'AlphaTauri. Et Tsunoda fait la même chose, notamment dans son teammate à Silverstone. Aucune idée. Aucune idée. C'est difficile à prédire, mais est-ce qu'on veut y croire? Est-ce qu'on veut y croire à Daniel qui inverse la vapeur en deuxième partie de saison, qui match au moins Lando, qui marque des points? Parce que là, McLaren, ce qu'elle a besoin, l'équipe, c'est des deux qui scorent, quoi. Et c'est pas tout le temps, voire trop rarement le cas. Et au constructeur, ça donne, c'est c'est pas non plus ouf, mais ça donne 4 points de retard sur Alpine à l'heure actuelle. Alpine avec les deux voitures qui rentrent dans les points assez régulièrement sur les derniers week-ends, il me semble, de mémoire. C'est pas des gros points non plus parce qu'ils font quoi, P7, P8, tout ce genre de choses. Et ça n'empêche qu'ils rentrent tous les deux dans les points. Bon, après, à l'inverse, Lando a un podium, McLaren a un podium, il me semble, cette saison, et Alpine n'en a pas. Déjà se réveiller pendant une course, je pense que tu es dur avec cette personne. Camoral, ce qu'elle aime pas, c'est l'aspect, justement, en dehors de la voiture. L'aspect trop impliqué du côté des réseaux sociaux et peut-être moins dans son travail. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que malgré tout, malgré qu'il fait le clown sur les réseaux et tout, d'ailleurs, j'ai encore vu une vidéo tout à l'heure sur Insta, je crois, de Daniel qui déconnait, je pense, avec une boxeuse, je sais pas quoi. Enfin bref.
t'aurait fait plaisir. T'espères pas s'il va faire passer dans le film. Alors, faut savoir que Gamora a comment on pourrait appeler ça? Un ancien fanatisme pour McLaren, qu'on pourrait dire. Simon Ultra DJ est un pro McLaren, entre guillemets, quand il crache pas sur Daniel en permanence, ou sur McLaren en général. Euh, Moi, je suis pas forcément pro Alpine ou pro McLaren, vous le savez. Mais pour autant, avoir Alpine devant, ça me dérange pas, au contraire. Puis ça rappelle, comme je le disais il y a quelques semaines, c'est le duel typique en fait de 2019 à peu près. Renault contre McLaren pour la P4 au constructeur, et puis ça a duré jusqu'à Abu Dhabi, c'était bien sympa. Pardon. Et même la saison dernière, il me semble. Enfin, pas entre. C'était entre Ferrari et McLaren, je crois. Non, bah, finir dixième sur un week-end de course, mais il l'a fait. Il est largement capable. En France, il fait quoi, 9, il me semble. Mais bon, il le fait un week-end sur je sais pas combien, ça va pas payer pour l'instant. Ah, ça, il fait du kangourou. Mais merde. Putain, hein. Dur, hein. Ils vont rentrer à la maison et tu vas voir ce que tu vas prendre, toi. Tu vas pas kiffer. Hein. Alpine. Fernando, ce que tu nous as fait ce matin. On en reparle vite fait, mais est-ce que quand vous avez eu cette news-là de la signature de Fernando Alonso chez Aston Martin pour 2023, est-ce que ça vous a surpris? Qu'est-ce que... pas sur le chèque. Bien évidemment. Bien évidemment. Après, ils ont, de ce que je comprends, ils ont quand même pas mal d'affinités. Lawrence Stroll, euh, Fernando Alonso, etc. Ouais, j'ai cru comprendre ça. Donc forcément, ça se rapproche. T'as trop le cyclé, ouais. Moi, comme j'ai dit, j'étais sur Twitter parce que je potassais un peu. Je suivais un peu les news de l'après-Grand Prix d'Hongrie, etc. pour maintenant, pour ce qu'on fait en ce moment. Et je vois popper les trucs, j'étais genre, hein? C'était une blague. Puis là, direct, j'ai retweeté, j'ai même mis zéro information. N'hésitez pas à suivre quand même, vu que je partage les news F1 de temps en temps sur Twitter et Facebook, Box 3 F1, qui pop au-dessus de ma tête par ici. Euh, j'ai été. Pardon. J'étais surpris, puis j'étais surtout surpris par rapport. Bon, les déclarations, elles sont ce qu'elles sont. Mais le discours proposé par Alonso ces derniers jours, dernières semaines, celui proposé par Otmar Szafnauer, et puis l'autre, comment il s'appelle déjà? Laurent Rossi. Voilà. Euh, les discours avancés, ça allait pas dans ce sens-là. Et tout à l'heure, j'ai plus l'article. Ah si, je l'ai sur Motorsport, je crois que je l'ai laissé ouvert. Juste que je l'agrandisse parce que moi, en fait, dans l'article, justement, ça parle du fait de comment ça s'est goupillé. Le fait que potentiellement Alonso a discuté, avant de reparler de négociations mercredi, il a, semble-t-il, discuté en amont avec Aston, si je me trompe pas. J'essaie de relire, je trouve plus mon pointeur d'ailleurs. J'essaie de relire l'article vite fait. Euh, Ouais, tu comprends pas. Ouais. Non. Je pense que c'est une mauvaise idée pour Alonso. Mais ça permet de voir Piastri, pourquoi pas. Ouais, ça va, pour moi, ça va faire entrer Piastri en F1 en 2023. Ricardo et Gasly. Ouais. Bah non. Il n'y a aucune possibilité pour que Ricardo et Gasly se retrouvent ensemble. Là. C'est fini, là. Peut-être. Et encore, non, je crois pas du tout. Hein, line-up Norris, Gasly chez McLaren. Moi aussi, j'étais très surpris, en tout cas. En tout cas. Alors, du coup, il était retourné vers Alpine.
Où on lance un tornade de brèves discussions en vue de conclure un nouveau contrat avec Fernando Alonso. Schaftenauer semblait détendu à confirmer la remarque faite par le double champion du monde plus tôt dans le week-end, selon laquelle il ne faudrait probablement que 10 minutes pour régler les choses. Très simplement. Okay. Schaftenauer a insisté sur le fait que les grandes questions au cœur d'un contrat, y compris la durée de l'accord, étaient toutes réglées et que ce n'était plus qu'une question de détails financiers, bien évidemment. Il y a eu un silence intrigant lorsqu'on lui a demandé si l'argent était ou non l'un des principaux points sur lesquels les deux parties restaient très éloignées. Puis il a répondu: pas seulement Fernando, tous les pilotes avec lesquels j'ai négocié, c'était une question d'argent. Et d'autres choses aussi. Et oui, pour diverses raisons, ils veulent le plus d'argent possible et nous voulons payer le moins possible. Et puis on se retrouve dans une sorte de situation malheureuse pour tout le monde. Dans une situation heureuse où tout le monde est prêt à signer. Donc là, comme ça, c'est clair. Moi, ce matin, j'étais en mode. Enfin, je suis un peu bisounours sur les bords, donc je me suis permis de croire peut-être que le projet, avec bon, les moyens, on sait qu'il y a le budget cap, etc. Mais ce qu'Aston peut proposer, les nouvelles infrastructures, etc. Le projet sportif et tout, peut-être que Lawrence, il est venu avec un truc. Puis Fernando s'est dit, putain, elle plane chez les Verts, quoi. Elle plane chez les Verts, tout simplement. Euh, Bon, forcément, le financier est toujours. Joe chez McLaren, bah alors toi, tu fais de la F1 fiction, là, ça, il était perché, là. Tsunoda chez Alpha, aucune raison qu'il est chez Alpha. Tout ça, un pilote de la filière Red Bull, hein, déjà en partant. Bon, à moins qu'il ait baissé, sa cote est baissée auprès de Helmut Marko, je le vois pas. Je vois pas Red Bull le lâcher. Et puis Joe, non, Joe est très bien chez Alpha pour l'instant. Il est très bien chez Alpha. Euh, euh, Mais à l'insu de Schaffnauer, les choses étaient déjà bien engagées ailleurs. En fait, Alonso n'allait pas poursuivre. Attends, n'allait pas poursuivre. Ah ouais, ils ont mis 2 fois pas, c'est ça qui me tombe. Les négociations avec Alpine. Car il était déjà prêt à rejoindre Aston Martin. Après un week-end d'efforts intenses de la part d'Alonso et d'Aston Martin pour garder l'accord secret, il a finalement été annoncé à l'ensemble de l'équipe et au public ce lundi matin. En coulisses, on comprend qu'Aston Martin et le propriétaire Lawrence ont travaillé dur pendant plusieurs jours pour mettre au point une offre suffisamment intéressante pour convaincre Alonso de s'engager dès maintenant, sans avoir besoin de faire traîner les choses jusqu'à l'été. C'était un changement de plan radical pour l'équipe. Pendant de nombreuses semaines, Aston Martin s'est concentré sur la poursuite de l'aventure avec Sébastien Vettel. Mais elle savait que l'Allemand était en train d'évaluer s'il voulait ou non continuer en effet. Je ne vais peut-être pas tout lire l'article, mais on a compris quoi les grandes lignes, hein, globalement, dans cette histoire. Et pour moi, quand je lis ça, je me dis, ils ont discuté, on est d'accord, hein. Pour moi, Aston s'est rapproché d'Alonso déjà en amont des négociations par rapport à l'aspect salarial euh, qui a eu lieu, je pense, plus ou moins dans le cours de la semaine dernière, en tout cas. Mais peut-être même avant même que Seb ait annoncé sa retraite. Même si, comme on le lit dans l'article, euh, comment dire, Aston Martin s'est forcé à. Enfin, s'est forcé. Avait le souhait de prolonger avec Sébastien Vettel, de garder Sébastien Vettel, etc. Et que ça s'est accéléré donc forcément mercredi. Si je me trompe pas, hein, c'est mercredi que Seb annonce son retrait. De quoi c'est parodie, Seb? J'ai pas compris cette question, Simon. Peux-tu reformuler? Les négociations avec Alpine étaient dans une impasse qui va être réglée au cours de l'été. Il s'est soudainement retrouvé dans une situation où il est passé de la possibilité d'obtenir un nouveau contrat chez Alpine à la certitude d'en conclure un chez Aston. Donc, Alpine après s'est fait doubler, je pense, très rapidement. Oui, ça c'était une de ses déclarations.
Toutes les équipes sont une option, tant qu'elles n'ont pas fait signer de billettes. Ça va. La priorité est d'être avec Alpine car nous travaillons et développons ce projet ensemble depuis 2 ans désormais. Nous sommes de plus en plus compétitifs et mon souhait est probablement de rester, mais nous n'avons pas encore fait de réunion pour faire avancer les choses. Tout reste donc en cours. Et comme c'est marqué en dessous, le probablement dans la phrase, nous allons probablement. C'était quoi? Merde, j'ai oublié. Ah, mon souhait est probablement de rester. Quand même. Non, 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 du tout. Tout. Vettel, il a des parts chez qui? C'est chez Aston. Chez Aston qu'il a des parts, je crois. Mais non, non, Vettel, Audi, aucun lien. Du tout. Du tout, du tout. Donc bon, voilà, enfin en gros l'article, hein. Il avait peut-être des options plus facilement disponibles pour l'équipe ailleurs, comme Mick Schumacher et Nicole Keinberg, mais elles ne correspondaient pas au type d'ambition que le propriétaire de l'équipe, Stroll, a pour que son équipe remporte des championnats du monde. Ben, pour moi, le Schumacher, c'était plus par le naming, enfin son nom de famille, et donc l'impact que ça pourra avoir d'un point de vue marketing presque. En dehors de ça. Bon, Hülkenberg, j'adore Nico Hülkenberg, mais j'y ai jamais cru, hein. Désolé pour Hulk, mais sa carrière F1 est derrière lui, quoi. Enfin bref, voilà quoi. Ça marche, Captain Neo. Mais ouais, très surprenant, très 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 surprenant. Cette annonce-là, c'est un choc. Aussi vite en plus, on est dimanche. Enfin, il y a le Grand Prix d'Hongrie hier, lundi matin, 10h, bim. En mode, tu sais, la trêve, la silly season, comme on l'appelle en F1, la trêve estivale, la pause, vient de commencer depuis quelques heures, bim. Eux, ils ont négocié en amont. Encore, le truc majeur qui me dérange dans ça, c'est s'ils ont commencé. Bon, après, moi je suis un bisounours encore une fois, mais si les négoces ont vraiment commencé, comme j'ai l'impression, avant le choix de Seb, j'ose espérer que c'est vraiment mercredi où ils se sont dit. Ou alors ils ont eu une discussion, puis une fois que Seb il a dit j'arrête, et Lawrence Stroll a appelé Fernando en lui disant si tu veux la place, Seb il arrête. Let's go. Mais encore, d'un point de vue sportif, le choix de Fernando, il est à l'instant T, encore une fois, comme j'ai écrit sur le Discord aussi ce matin, c'est pas compréhensible en fait. Ça marche, chacun. Merci d'être passé, mec. Bonne soirée. Euh, son choix à l'instant T, il est pas compréhensible parce que clairement, Aston, c'est pas au niveau de ce que propose Alpine. Je trouve qu'Alpine, malgré tout, il y a une progression. Puis Fernando, dans l'entrevue, dans l'article aussi, le dit globalement, quoi. Il y a- ils sont en progression et tout. Et je place ma page. Et pour moi, ça fait 1 an et demi en fait que Fernando est là. Puis c'est fou comme c'est comme Daniel quand il va chez Renault, quoi. Ils croient quoi, les mecs? Enfin, je sais que la F1 ça va vite et tout, puis qu'il faut que ça performe vite en soi, quoi, si tu veux avoir du succès. Mais là, c'est en mode t'adhères à un projet, tu passes une saison, tu t'en vas voir ailleurs un autre projet. Bon, encore une fois, j'oublie l'aspect financier, le fait que Lawrence et Aston peuvent proposer une mallette de billets plus conséquente que ce que peut proposer ou ce qu'a envie de proposer Alpine, puis à juste titre. Je pense que le fait aussi qu'avec Daniel, ça se soit passé comme ça, se soit passé. Ça a été si court et qu'ils ont balancé autant de thunes pour à peine une saison, il me semble, ou une saison, 2 saisons, je ne sais plus exactement, mais bref. C'était très très court. Peut-être que ça leur donne plus envie quoi, d'investir une grosse somme d'argent sur un pilote pour un investissement à aussi court terme, quoi. Mais encore une fois, Fernando, moi ça me surprend beaucoup. Ça me surprend énormément.
Esteban, j'en parle rapidement. Bon, après, par rapport aux stats, là, 8-5 en qualif pour Fernando, 8-5 en course. C'est pas dégueulasse de la part d'Esteban, en soi. Face à Fernando, c'est plutôt propre. Maintenant, Esteban, je voulais en parler parce que ça fait quelques fois, ça fait quelques fois. En fait, j'ai l'impression quand je le vois lutter en piste, que autant beaucoup de monde déteste Max Verstappen, autant je trouve que Max, il a pris en maturité dans ses agissements en piste. Je dis pas qu'il serait pas, comment je peux dire ça, plus virulent si c'était de nouveau des fights face à Lewis parce que euh, ils n'ont pas forcément une relation au beau fixe, même s'ils se détestent pas non plus. Mais on voit qu'avec Charles, Max, ça se passe bien mieux. Ça a droppé d'un coup mon affaire. Euh, Mais Esteban, j'ai comme l'impression que depuis ses débuts en F1, enfin ses vraies saisons, je parle pas de sa pige, je crois, avec Manor, Marussia, etc., mais plutôt Force India. Euh, il commettait déjà des bourdes en piste. Au Brésil avec Max, tous les deux étaient fautifs en soi, mais bon, ça n'empêche qu'il y avait sa part. J'allais dire que tout était fautif, forcément, il y avait sa part. Mais je trouve que cette saison, sur certaines de ses manœuvres, il est très, voire très limité, etc. Puis je me souviens que euh, en Arabie Saoudite, deuxième Grand Prix de la saison, si je me trompe pas, il y a sa défense aussi sur Fernando dans la ligne droite des stands. Et pour moi, c'est très très limite parce qu'ils sont en pleine vitesse, en fin ligne droite. Et enfin, c'est pas dans la phase de freinage, mais presque, où il choisit de se décaler à l'intérieur pour protéger et défendre sa position. C'est très tardif dans la poussière et tout. Puis pour moi, sur le direct, ça pas amené à ce qu'ils s'embrochent tous les deux, puis merci, au revoir. Fernando, après ça, il disait oh, c'était rough, mais c'était correct, etc. Pas de soucis. Puis il y a eu quelques fois où ça s'est répété. Je les citerai pas parce qu'il y en a que j'ai oublié parce que j'ai une mémoire de merde. Mais forcément, les plus frais, c'était ce week-end à Budapest où au départ, pour moi, il me semble que Esteban. Enfin, Fernando fait un meilleur départ qu'Esteban, très clairement. Son seul. Franchement, ça. La seule réflexion d'Esteban au départ, c'est d'empêcher que Fernando lui plonge à l'intérieur et il lutte sur Fernando. Pendant ce temps-là, t'as Lewis qui se fait plaisir à l'extérieur, qui enroule, puis merci, au revoir. Et puis je pense même qu'il y a eu un ou deux autres pilotes qui s'infiltrent dans l'histoire. Mais en ça, déjà, il fait perdre des positions à son équipe. Donc lui en perd et Fernando en perd. Et puis derrière, il y a aussi sa sortie des stands, où il se retrouve de nouveau avec Fernando, il me semble, puis avec Daniel. Il y a tout le monde a crié au génie. Je déteste pas Daniel Ricciardo, mais. Et puis, en soi, c'est propre, quoi. Il passe les deux Alpines au virage 2, il me semble. Oui, c'est ça. C'est propre, etc. Mais c'est pas non plus une manœuvre exceptionnelle. Puis surtout, ben, ça a encore Esteban qui aide beaucoup parce que il a les pneus froids. Puis il essaie de forcer au virage 2. Puis en soi, il me semble qu'il emmène Fernando à l'extérieur du virage. Puis du coup, Daniel rentre à l'intérieur. Et puis, euh, forcément, avec des pneus en température, etc., une meilleure reprise sur les gaz. Et puis, merci, au revoir, il a oublié des alpines. Mais encore une fois, Esteban, de nouveau, peut-être indirectement, mais une deuxième fois sur la course, il fait pas le jeu de son équipe, au contraire, quoi. Il la condamne. C'est un truc qui nous bon, Daniel finira quand même derrière en soi, mais il y a des choses comme ça. Il y en a beaucoup qui spéculaient sur les réseaux en mode, bah, surtout des anglophones, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'anglophones qui ont une haine, un mauvais ressenti, ou peut-être des hispanophones, qui ont un mauvais ressenti vis-à-vis d'Esteban Ocon. Et ils étaient tous là en mode Fernando est parti chez Aston Martin parce que les manœuvres d'Esteban, etc., pardon, il était saoulé et tout. Je pense pas que ce soit à cause d'Esteban et de ses manœuvres qu'il soit parti chez Aston, non. Et puis le projet sportif éventuellement. Parce qu'encore une fois, je suis un bisounours et je vais y croire qu'il a des projets sportifs. Fernando.
Mercedes au global, je le dis à chaque fois, quoi, mais à chaque week-end, avec leur voiture de merde, ça score des gros points, quoi. Ça profite aussi des contre-perfs, des problèmes de fiabilité des uns et des autres, pendant qu'encore une fois, du côté du bloc Mercedes, en termes de fiabilité, c'est plutôt propre, quoi, en vrai. C'est plutôt pas mal. Et puis c'est ça, quoi. Je veux dire, il y a une Ferrari, une Red Bull, de Ferrari, de Red Bull, bref. Dès que les voitures des top teams disparaissent, eux sont là. Puis même si les voitures des top teams restent en piste, et ben eux, ils scorent les points qui sont juste derrière, parce que jusqu'à il y a quelques week-ends, en tout cas, ils pouvaient pas vraiment aller chercher mieux. Depuis la France, voire peut-être même un petit peu avant, il y a quand même un certain step en termes de rythme de course, etc. Le bouncing, le marceau-neige qui a vraiment disparu. Et puis voilà, puis on se retrouve avec une équipe Mercedes qui commence à devenir une vraie équipe, euh, je pense. Puis sur la suite de la saison, on va le voir, qui va pouvoir lutter davantage avec Ferrari et Red Bull. Bon, vu les perfs de Ferrari, peut-être davantage avec Ferrari qu'avec Red Bull, mais bon, sait-on jamais. S'ils peuvent éviter de faire chier à Red Bull, moi ça me va parfaitement, là, rester à aucun. Chamaillez-vous avec Ferrari, Mercedes, et puis laissez-nous tranquille, laissez-nous aller chercher de nouveau des championnats du monde, voilà, cordialement. En termes de statistiques, on est sur une logique, hein, avec le 6-7 en qualif, le 8-5 en course. Lewis a eu énormément de mal. Il y a aussi le fait que visiblement il a eu, enfin puis il avait le souhait que sa voiture soit un peu la voiture cobaye pour des expérimentations, que ce soit en termes de stratégie, de réglage, quoi, en général, et puis une sorte de benchmark, quoi, pour savoir dans quelle direction aller aussi. Euh, et puis peut-être aussi, malgré tout, il avait peut-être à se mettre, comment dire, à la dompter, à la comprendre, à savoir comment la pousser dans ses retranchements, etc. Là où George, sans pression, il est arrivé et puis paf, quoi. Ça a marché direct. Mais l'air de rien, sur la fin de la première partie de saison, Lewis a commencé à dérouler. Et là, en Hongrie, c'était phénoménal aussi, quoi, son affaire. Et ça donne du coup au final un score serré, alors que ça partait pour une belle fessée quand même dans l'ensemble, dans ces statistiques-là pour Lewis, quoi. Encore une fois, dans l'ensemble, pour Mercedes, c'est giga costaud, hein. C'est propre. C'est franchement propre. Euh, next. Next. Ah, Neo Samurai. Je vais expliquer. Neo, Neo Samurai, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Ça va? Attends, parce que ça, c'est ouf. Qui es-tu? Neo Samurai. Attends, mais attends. Il a disparu, HBK. Passé. Pardon. En Ferrari, les gars. Oh là. Ce serait long. Ce serait long de faire un exposé sur la première partie de saison de Ferrari. Le temps avec Taker? Ah bah, mais oui. Mais attends, mais putain, mais putain, mais non. Mais non. Mais t'étais qui sur CS? T'étais qui sur CS, Néo? Putain. Mais non, Fox, ça va ou quoi? Nicolas, tu vas bien? Euh, ouais. Oh là, Ferrari. Oh, Ferrari, Ferrari. Putain, c'est tellement long à exposer. Euh, la première partie de saison de Charles. En fait, d'un point de vue général, la Ferrari, on sera d'accord pour dire que sur la première saison, c'est la meilleure bagnole du plateau, hein. Enfin, je veux dire, c'est la voiture la plus complète, quoi, dans tous les cas. La plus performante. Bah oui, ça va, merci. Je suis content de te voir passer là.
C'est cool. Mon Dieu, que ça remonte à loin. C'était une autre époque, une époque où j'étais un jeune rageux. Et très nul, d'ailleurs. Oui, bienvenue au cirque. Ferrari, bienvenue au cirque. Euh... euh, Charles, l'air de rien, perf, comme il faut, avec une voiture dominante. En qualification, c'est propre. Il a eu 8 pôles, je sais même plus. Ouais, il le sait, Fox. C'est juste que j'ai changé dernièrement, puis à chaque fois, enfin dernièrement, ça fait quelques mois maintenant que j'ai pris mon prénom globalement. Mais je l'ai quitté il y a 2-3 mois, ce pseudo-là, Fox. Et à chaque fois que quelqu'un m'appelle HBK, je suis en mode, ça n'existe pas. Je ne connais pas cette personne. Bref. Musique, musique de cirque, attends. On va aller sinon. Pardon. J'ai une décla de Mattia Binotto, les mecs, hein. Enfin, vous l'avez sûrement entendu sur Canal, c'est lunaire. C'est lunaire, la déclaration de Binotto. Attendez. Mais non, ça me donne Britney Spears si je mets ça. Circus Theme Song. Regarde. Bienvenue au cirque Pénir, au cirque Fréré. On est vraiment bien Binotto. Ouais, la musique va me casser les couilles, en vrai, ça me déconcentre. Attends, hop. Vous l'entendez plus quand même. Attends, je vais mettre un peu plus ça. Voilà. Voiture ultra performante. Erreur stratégique à répétition de Ferrari. Ça a se taper la tête contre tous les murs. Les tifosi sont au bord du suicide. En Italie, on envisage un deuil national après chaque week-end de course. Et d'ailleurs, parlant de l'Italie, la presse italienne, ça y est, ils sont en train de craquer hein, par rapport aux performances de la Scuderia. Bon, la Scuderia, Charles, il se l'a fait tout seul en France, il faut rappeler. Sainz en Australie, c'est lui tout seul. À Imola, c'est lui tout seul. Il y a la majeure partie des points perdus par Ferrari sur la première partie de saison. On peut la mettre au compte des stratégies de Ferrari, c'est une certitude. Les pilotes en ont perdu pas mal de leur côté. Il y a eu quelques soucis de fiabilité aussi. Probablement, ouais. Probablement. Mais alors, ce qui est drôle, hein, je vais vous la mettre, la déclaration de Mathia que j'avais infographiée. Ouais, bah, j'ai arrêté la musique sans le vouloir, désolé. J'ai trouvé ça incroyable. La déclaration de Mathia au micro de Canal après la course. Ouais, c'est incroyable. Globalement, vous pouvez la lire si vous voulez, si vous voyez bien, mais globalement, Mathia disait la contre-perf d'aujourd'hui, d'hier, de Ferrari, c'était principalement dû à un problème de performance de la voiture, du réglage de la voiture, plus que de la stratégie pneumatique, enfin, des pneus, quoi, globalement. Ça a été ça son argument, ça a été c'est pas les pneus, c'est comment dire, c'est pas les pneus, c'est la performance de la voiture, le rythme de course, le réglage de la voiture. C'est lunaire en fait, il se rend pas compte en fait. Alors je veux bien l'histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, Charles, une fois qu'il a fait medium, hard, il a plus de pneus neufs, il a plus que des softs usagés. Mais des softs usagés potentiellement qu'on fait à peine un tour en essai, bon, je sais pas. Ou en qualif, peut-être 1 ou 2 tours. Même s'ils sont très vite flingués, les softs. Il y a peut-être moyen à faire quelque chose avec ces softs-là. Mathieu et Daniel sont des humoristes. Alors bon.
Si Mattia est un humoriste, je sais plus si... je pense qu'il est italien, Mattia, il n'est pas suisse. Enfin, en tout cas, il a un humour très particulier de la part de Mattia. Mais c'est pas possible. Je veux bien hein, que devant la télé, au micro, il peut pas dire nos stratégistes, c'est des grosses merdes, on est nul à chier, blablabla. Il peut pas dire ça comme ça. Il peut dire genre, ouais, on s'est trompé, on a fait le mauvais choix. Surtout que Franck Montagny lui dit euh, Alpine avait posé un train de hard bien plus tôt, puis on voyait qu'avec les conditions de température fraîche euh, de la piste, etc., ça marchait pas. Il n'y avait pas de rythme, les pneus montaient pas forcément en température, comme s'ils roulaient avec de la pierre, quoi, à la place des pneus. Et pas des Pierre Gasly. Je fais de l'humour aussi. Euh, donc il le relance là-dessus. Pourquoi avoir fait ce choix de passer des hards en voyant pertinemment que Alpine s'en sortait pas, etc. Alpine, c'était le bon benchmark pour tout le monde qui voyait que les hards, il fallait peut-être faire une croix dessus. Et Binotto, il renchérissait. C'est pas les hards, c'est vraiment. C'est vraiment. J'ai fait une belle faute de français d'ailleurs dans ma retranscription, je viens de voir. Incroyable. Il renchérissait avec le fait que c'était les réglages, la performance, les perfs de la voiture en elle-même et pas le choc pneumatique qui ont fait foirer leur course. Et puis en concluant, genre que. euh, bah, il conclut quand même en disant les hards finalement ils ont pas fonctionné. Du coup, on est repassé. On a repit une ultime fois en passant de P2, je pense, à P6 ou P3 à P6 pour remettre des softs usagés en fin de course. Il me semble que c'est ça. Pardon, ce qu'ils ont fait. Hein. C'est où mon infographie tout à l'heure? Pas ça. C'est ça. Ah ouais, mais il y a hop. C'était ça. Hein. Au cas où j'ai une mémoire de merde. Ouais, c'est ça. Ils repassent des softs usagés. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y avait plus de soft neuf. Putain, j'en ai une bonne. À réfléchir à l'envers des fois. Mais bref. C'est ridicule, quoi. Puis ça s'enchaîne, hein, les conneries s'enchaînent. On voit encore qu'il y a toujours la même. Enfin, de façon générale, c'est toujours la même fébrilité du côté des stratégistes et Ferrari. Que ce soit pour être sûr d'une stratégie et l'imposer, ou dans la communication générale. En France, ils insistent avec Sainz, box-box, même si à la télé, le replay de la Team Reggio à Sainz, quand on lui dit d'aller au stand, elle est recalée de la part de la FOM, il me semble, au moment où il est en train de dépasser Perez, il me semble. Mais en dehors de ça, il est dans un bon rythme et tout. Pourquoi box? Ça n'a pas de sens. Puis on revoit cette saison ce qu'on a vu avec Sébastien Vettel les années précédentes. C'est genre en mode, c'est le pilote qui décide de la stratégie en fait. Enfin, qui fait la stratégie parce qu'ils sont pas capables. Je me souviens des team ride lunaires de Seb dans sa dernière saison. Euh, En mode, il s'embrouillait quasiment alors qu'il était à 300 km/h sur la piste. Il s'embrouillait quasiment avec son ingé en lui disant non, non, on va faire comme ça, on va pas faire comme ça, blablabla. Et c'était complètement lunaire aussi, quoi. Tu vois ça dans aucune autre équipe, hein, je pense. Après, on n'a pas les team radio de tout le monde, on n'a pas forcément les team radio du côté de Haas, etc. Et t'es Ferrari, quoi. T'es Ferrari et ça se passe comme ça. Et ça se passe mal comme ça, quoi. Et là, cette année, t'as typiquement la voiture pour jouer les deux championnats. Alors, on est qu'à la mi-saison, mais enfin, on est plus qu'à la mi-saison, en vrai, parce qu'on a fait 13 Grands Prix, il en reste 9. Il y a 80 points de retard, je crois, sur Max. Je sais plus. Ou c'est 80 points de retard au constructeur. En tout cas, il y a un écart colossal qu'il va falloir réussir à combler si Max comment dire, il garde la régularité qu'il a fait en 2021, s'il est quand même assez épargné, ce qui n'est pas certain, par les problèmes de fiabilité. Je vois pas comment on va le gêner à aller chercher des top 3, voire des P1 régulièrement. Euh, Même si ce sera pas évident, surtout si Mercedes continue sur sa progression et vient à la lutte, là ce sera peut-être un peu plus délicat, mais euh, dans,
dans les circonstances, quoi. En plus, avec les erreurs de Ferrari, puis aussi les problèmes de fiabilité parfois, puis les erreurs des pilotes. Ils sont en train de se saborder tous, davantage les stratégistes du côté de chez Ferrari, les pilotes en partie aussi. Et c'est con, quoi. C'est con, parce que ça a fait quoi? Ça fait 2007, le dernier titre pilote chez Ferrari. C'était Kimi, il me semble, le dernier champion du monde avec Ferrari. Et puis constructeur, je me demande si c'était pas 2004. Je peux me tromper. À moins qu'en 2005-2006, j'ai un doute. 2007, je crois que c'était McLaren, j'ai un doute aussi. Ah non, c'était peut-être Ferrari 2007. Je sais plus. En tout cas, ça remonte à loin, dans tous les cas. J'avais vu 4100 jours depuis le dernier titre, je sais pas quoi, sur les réseaux sociaux, et ça fait une éternité, quoi. T'es Ferrari, quoi. T'es une marque historique, t'es une équipe historique en F1, implantée depuis le début du championnat du monde en 1950. Là, tu rames depuis des années, depuis la fin de Janta de Ross Brown chez Ferrari. Il y a eu Arriva Bene, il y a eu plein d'autres que j'ai oubliés, mais c'est surtout Arriva Bene, moi, qui m'a marqué. Reparti chez à la Juventus, il me semble d'ailleurs. Euh, la Binotto. Après, bon, je focuserai pas forcément uniquement Binotto, parce que Binotto, il est pas stratégiste non plus, quoi. Tous les autres mecs, mais ça fait des années, puis à un moment donné, je pense il va falloir faire sauter des têtes, quoi, puis en placer d'autres un peu plus, peut-être, je vais dire intelligentes, quoi. C'est un peu méchant, mais ouais, aujourd'hui, un petit peu plus réfléchi, quoi, clairement. Regarde, je me trompe du buton. Du côté de chez Red Bull, terminé ces duels à la mi-saison. Pardon, putain de Covid. 6-3 en qualification pour Max Verstappen, 9-3 en course, toujours pour Max. Binotto, il est là depuis 2019, je crois. Si je ne me trompe pas. Ça doit être à peu près ça. Hein. Arriva Bene, il a fait quoi 2015, 2015-2018 peut-être. Arriva Bene, il avait le charisme d'une huître, quoi. Binotto, c'est pas non plus énorme. Enfin, charisme, on s'en fout un peu peut-être, mais je trouve qu'il dégageait rien, quoi. Donc forcément, en interne, je me disais, quand tu vois Arriva Bene, je me dis, il dégage pas grand-chose. Hein. Il avait l'air bien sympa, par contre, hein, Vettel, il s'entendait bien avec et tout. Moi, avec Binotto, d'ailleurs. Ouais, je pense aussi. Ben, après, bon, en tant que team principal, ça doit faire ouais, à peu près depuis 2019. Après, il est implanté chez Ferrari depuis je savais même pas, mais ça doit faire plus de 10-15 ans, je pense il est dans les couloirs de la Scuderia en F1 matière. C'est toujours pareil, quoi. Tu changes le mec à la tête, mais encore une fois, en interne, je pense que les têtes changent pas forcément, puis peut-être qu'il faudrait. Parce que Ferrari, je pense qu'ils ont une méthode de fonctionnement aussi qui est propre à eux, quoi. C'est un peu comme une mafia ou une secte. Je vois ça un peu comme ça, pardon. Peut-être qu'ils sont en mode, on reste avec nos anciennes têtes, etc. Au lieu, à un moment donné, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et puis de changer certaines bases, quoi, en fait. C'est pas totalement vrai. Enfin, c'est pas totalement vrai. En 2018, en 2018, hein, Gretel joue le titre jusqu'au Grand Prix d'Allemagne où il se sort, il me semble. Oui, match. Bon, après, il y a eu aussi l'histoire de pompe à carburant, je pense, ou je sais pas quoi, là. Mais bref. Je sais plus si c'est cette année-là. Ou si c'était 2019, ça, peut-être. Euh, mais c'est vrai qu'ils sont plus. Ils ont perdu cette habitude-là de jouer des championnats du monde. Comme si. Comment je peux dire ça? C'était devenu inexpérimenté. Maintenant, Charles,
Il a aucune expérience dans la bataille pour un championnat du monde. J'ai rien contre lui, mais pour moi, je sais pas s'il est vraiment prêt à ça aussi. En mesure, du moins. Et puis Ferrari en général, ouais, ils ont perdu cette habitude-là, pardon, de déjà gagner des courses peut-être. Euh, et puis, ouais, de jouer des championnats. Et c'est ça peut-être qui va leur coûter, et qui va les mener à leur perte sur cette saison 2022 face à Red Bull déjà. Puis face à Mercedes, à l'allure où ça va, comme je le disais tout à l'heure, ça commence à devenir compliqué aussi face au gris, quoi, en fait. Euh, Alors, ça m'a fait rire parce que hier, je pense que c'était en plein pendant la course, il y a le frère du président de Ferrari, il me semble, Elkan, je crois que c'est son nom de famille, qui a tweeté une emoji en colère, genre toute rouge, là, en mode. T'as l'impression qu'ils vont faire une réunion, ils vont finir par enculer tout le monde, quoi, en fait. Que ça s'enchaîne. Encore une fois, le potentiel. euh, la Ferrari, c'est une panoplie quasi parfaite, en fait. De toutes les voitures du plateau, quoi, c'est quasiment le package le plus complet. Max, exactement, Max. Et ça se saborde, quoi. Ça saborde. Mais ouais, on était par rapport à Red Bull, je sais. En plus, je sais que Captain a envie de parler de Max. Il m'a il m'a dit son fanatisme. Moi, j'ai envie d'en parler parce qu'encore une fois, je suis pas un fan d'un premier ordre de Max, mais je commence à le devenir. Parce que je suis fan du garçon, de ce qu'il propose, de son. J'étais moins fan par le passé, par peut-être son caractère et son immaturité, mais moi je trouve qu'il a pris énormément en maturité. Est-ce qu'il a pris en sagesse? Peut-être pas forcément, mais bref. Euh, Combiné avec une bonne voiture, en fait, je trouve qu'il est encore un pilote toujours plus complet. Puis peut-être que le Max qu'on voit aujourd'hui aussi, moi j'ai pas suivi sa carrière du début, mais en F3 c'était pas mal, même s'il me semble qu'il se fait taper par Esteban Ocon au championnat. Puis dans les catégories et cartes, etc., c'est quelqu'un qui a faim, qui a été élevé comme ça et tout, et je trouve ça fort intéressant. Il a ce côté un peu teigneux qu'avait Ayrton Senna et qui était détesté par bon nombre de pilotes à l'époque, et même d'anciens pilotes. Je me souviens de l'interview avec Jackie Stewart où il dit à Senna, vous avez plus de contacts, de crash avec vos adversaires que n'importe qui sur le plateau, etc. Puis Senna avait toujours des phrases légendaires comme celle de dire si tu plonges pas dans l'espace qui est offert à toi pour prendre l'avantage, tu resteras pas longtemps, hein, pilote de course. Bah, t'as rien à faire. Euh, T'as rien à faire en F1, quoi. J'ai jamais été fan d'Hamilton. Moi, j'étais un haters de Lewis sans vraiment l'exposer publiquement. Mais j'ai appris à apprécier et à ouais, vraiment apprécier et reconnaître le talent puis le monstre qu'est Lewis, hein, de toute façon. Voire même légende, quoi, littéralement. Mais là, on parle de Max. C'est un teigneux, ça m'énerve. Mais qu'est-ce qui t'énerve dans le fait qu'il soit teigneux? C'est que s'il voit un espace, euh, c'est qu'il réfléchira pas, en fait. Il ira pas. Il faut mettre de côté certaines choses. Par exemple, il y a une chose que moi j'ai détestée en 2021, principalement, c'est le Brésil. Où là, c'était pas une tentative de défense ou autre, ou l'aspect teigneux, c'était désespéré et complètement ridicule, parce qu'il a même pas cherché à freiner au virage 4, il me semble, où il emmène Lewis à 3 km dans le dégagement, etc. Ça, c'était ridicule. Puis derrière, il se fait bouffer, etc. Et puis, de toute façon, il pouvait pas lutter. Mais en dehors de ça, moi, je trouve, par exemple, le crash de Silverstone en 2021, où pour moi, d'une certaine manière, ils ont un peu chacun une responsabilité, mais davantage Lewis, à mon sens. Euh, ça fait partie du caractère de Max, qui est que s'il voit une opportunité de s'insérer, il va y aller.
Monza, l'année dernière, c'est la même chose. C'est que Lewis couvre à l'intérieur au virage 1, puis dans le virage 2, en fait, il fait son Lewis Hamilton. Je considère, tout le monde trouve qu'il est nickel, etc. C'est pas totalement faux, mais il est fourbe. Lewis Hamilton, il est fourbe dans sa manière de faire. Max, il est brut, en fait. Et quand il fait une défense agressive, voire trop agressive, ou une attaque agressive, c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Ça se voit. Avec Lewis, par exemple, ses défenses, c'est en mode. Parfois, c'est sûrement vrai, hein, mais c'est en mode. Il perd le train arrière, du coup, il doit recorriger, et donc il resserre l'adversaire, et ça s'arrête là. Et il me semble que. Eh ben, putain de merde. J'ai bien failli mourir, j'aurais pu respirer là. Ça marche, ben, bon apéro, Simon. À la prochaine. Euh, à Monza, c'est typiquement ce qui se passe, c'est que Lewis le resserre en mode j'ai perdu le contrôle. Et puis Max insiste parce que il a l'espace pour insister jusqu'à un certain point où Lewis lui laisse pas l'espace et ça donne le crash. Moi, encore une fois, Max, à son arrivée, sur ses premières saisons en F1, j'ai détesté dans un premier temps. J'ai détesté parce que il avait ce côté-là agressif, mais combiné avec une immaturité en fait. Et, et pas un réel. Franchement, ça. Un peu moins de remise en question, je pense, que ce qu'il a acquis au fil du temps. J'ai ce feeling-là qu'il a acquis le fait d'être capable de se remettre en question sur certains points. Il y a aussi le Brésil avec Esteban. Si vous vous souvenez, je crois que c'était en 2020, ça. Où Esteban essaie de reprendre son tour de retard. Et puis alors que Max, là, typiquement, ce qu'il a à faire à ce moment-là, c'est de laisser Esteban passer. Et puis derrière, il y a une zone de DRS. Je pense que la détection se fait juste avant que. Ou quelques mètres après que Esteban passe. Donc c'est Max qui a récupéré le DRS. Voire même peut-être sans le DRS, il l'aurait rebouffé, je sais pas. Mais. Enfin, pour moi pardon, il pouvait le repasser au DRS, en fait. Et donc là, à ce moment-là, c'est là où il manquait de maturité de réflexion, par exemple. Et ça, c'était détestable. Maintenant, je trouve que c'est davantage réfléchi. Je me fais peut-être des idées, et puis c'est peut-être parce que je suis en train de tomber amoureux du pilote. Mais je trouve que maintenant, il est plus réfléchi. Oui, il est toujours agressif, par contre. Il a toujours ce côté teigneux. On l'a vu là en Hongrie, sur son premier dépassement sur Charles à l'intérieur. Euh, il se passe pas de questions. Puis malgré tout, il y a la sortie de pit lane qui est là où ils sont en train de passer tous les deux d'ailleurs. Ils sont tous les deux sur la voie de la sortie de pit lane. Et il y a Max qui resserre un peu vers l'intérieur. Pardon, Charles qui resserre un peu vers l'intérieur, mais Max, il insiste. Mais c'est agressif. C'est agressif propre. C'est agressif bien fait. C'est teigneux, mais bien correct. Et d'ailleurs, Charles, généralement cette saison, dans ses duels avec Max, ça se passe bien parce qu'il est réceptif, je pense, à cette agressivité-là. Puis il la connaît aussi en soi. Là où Lewis était là depuis longtemps, il était peut-être plus forcément habitué non plus à une telle lutte. Et ça a donné des frictions, quoi, aussi. Par rapport au fait que le Lewis est plus calculateur et que Max était totalement. T'es mieux, voire encore peut-être un peu trop immature la saison dernière. Pour moi, encore une fois, je suis en train de parler tout seul. J'essaie de défendre mon client Max Verstappen du mieux possible, mais je trouve qu'il a progressé sur pas mal de choses. Et puis, euh, l'année dernière, on le sentait déjà devenir un pilote complet. Mais j'ai l'impression qu'en 2022, il atteint encore des sommets, quoi. Et puis en termes de régularité aussi, c'est aidé par une voiture performante aussi. C'est fait bien que ce week-end, il y a eu des ratés en termes de, de, de fiabilité, quoi, de méca. Mais même avec ça, même avec un 360, etc., il se remet à cheval et puis il repart de l'avant et puis il win en partant de pénalité. Avec les erreurs de Ferrari, etc., je suis bien d'accord. Mais vraiment, moi, il m'a converti, Max. Je n'étais pas un fan de la première heure, mais euh, euh, je commence à l'être. Ouais, je pense que je peux dire ça comme ça. Je commence à être fan de Max Verstappen.
Du côté de Sergio Perez, je suis très très déçu personnellement. Moi, le fan Red Bull. Euh, Sergio, il a connu sa petite phase avec Monaco, etc. Puis les 2-3 grands prix auparavant, où il score des podiums, des gros points. Jeddah, il signe la pole, si je me trompe pas. Euh, donc, et sur pas mal de week-ends en début de saison, il était même presque supérieur à Max, quoi. Mieux dans le coup que Max, même avec la Red Bull. Et puis à partir beaucoup de monde ont souligné ça, c'est qu'à partir pardon, du moment où il y a son renouvellement de contrat à Monaco, il disparaît. J'ai l'impression que là, dans le temps, il disparaît de plus en plus. Alors là, ce week il fait quoi? P4, je crois. P4 ou P5. Il marque quand même des points. Et puis surtout, par rapport à Ferrari, c'est important, quoi. Ils scorent tous les deux, Max et Sergio. Mais en termes de statistiques par rapport à Max, on doit être à peu près semblable à ce que Sergio a pris la saison dernière pour l'instant, face à Max. Il me semble qu'il s'était pris un bon écart aussi. Ouais. Je pense que ça surprendra pas Red Bull, mais par contre, avec Red Bull, ça va très vite. Et moi, je trouve que c'est pas forcément un inconvénient que ce soit Helmut Marko ou Christian Horner. Souvent, soit les gens les trouvent durs, etc., voire excessifs. Puis Sergio s'est pris déjà quelques tirs d'ailleurs par Helmut Marko. Bon, des fois, c'est formulé de façon déplacée, mais dans l'idée, c'est en mode soit tu perds, soit tu dégages. Et je trouve que c'est une mentalité de gagnant que beaucoup détestent peut-être entendre et voir euh, parmi les fans de fer, mais je trouve que c'est la méthode Red Bull, elle n'est pas forcément inintéressante, voire même payante. Parce que tu te retrouves avec un gars comme Max qui est encore une fois teigneux euh, et très performant, quoi, en fait. Et dévoué et puis très appliqué, etc. Et c'est ce que Red Bull veut. Red Bull veut des Max Verstappen ou des Sébastien Vettel à l'époque. Pas des Alex Albon, pas des Pierre Gasly et pas et un Sergio Perez avec toute son expérience au mieux, quoi. Pas un Sergio Perez qui s'effondre. Mais je pense que malgré tout, là, autant sont peut-être pas pleinement satisfaits de la première partie de saison de Sergio, ils sont pas non plus totalement déçus non plus, parce qu'encore une fois, malgré tout, sur pas mal de week-ends, il a scoré gros points. Quand Max peut pas aller chercher la win à Monaco, je sais plus, il fait P3, Max à Monaco. Sergio fait P1. Ça fait des gros points pour l'équipe et puis ça donne qu'ils sont quand même assez largement en tête aux constructeurs pour l'instant. Aidés aussi par Ferrari encore une fois et leurs erreurs bien évidemment. Moi je pense que je vais m'arrêter là les gens. C'est bien gentil mais je suis fatigué à parler un peu tout seul. Euh, normalement ça continuera en Belgique hein, les gens. Je fatigue vite. Avec mon morceau de Covid, là, je fatigue très très vite. Merci d'être passés tous et toutes. Euh, Comme d'habitude, pendant la trêve estivale, je vais me posais la question de savoir est-ce que je continue jusqu'à la fin de saison. Généralement, enfin généralement, ça fait 4 saisons que je le fais, donc normalement, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à Abu Dhabi. Puis à ce moment-là, je me reposerai la question à savoir est-ce que je continue ou pas. Je sais que sur une autre plateforme, sur un autre réseau social, en ce moment même, il se passe quelque chose avec une certaine chaîne de télé française qui diffuse la F1 de façon payante et qui commence par un C et qui finit par un A+. Donc malheureusement, ainsi soit-il, hein, je ne peux pas lutter, je suis personne encore une fois. Mais j'apprécie, j'apprécie. J'aime faire ça, même si c'est dur parfois de parler tout seul, mais j'aime faire ça. C'est cool quand on discute ensemble un peu. C'est cool. J'ai failli aussi, très rapidement, j'ai failli proposer sur le Discord que certaines viennent en vocal pour aujourd'hui, en fait. Je l'ai pas fait parce que je suis une merde et que socialement je suis un gros caca et que c'est difficile pour moi de vocaliser avec des gens. Mais si jamais on va jusqu'au bout de la saison, peut-être qu'à la fin de la saison on le fera si ça intéresse des gens. Non, peut-être. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de fans récents. Ben de rien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de proposer tout ce que j'essaie de proposer. Et par rapport à Max, je sais pas si tu suis la F1 depuis Netflix, mais enfin, c'est con de dire ça, c'est un peu insultant, mais Netflix a tronqué les choses.
C'est pour ça que Max a souhaité pas être impliqué dans la dernière saison de Drive to Survive. C'est que c'était beaucoup de menterie et puis très focus en mode Max était le grand méchant et Lewis le grand gentil. Comme avec Pierre et puis Yuki, je pense aussi, où il y avait eu un truc. Bref. C'est pas grave. Vous allez apprendre. Je pense qu'il faut vraiment regarder peut-être différemment Max. Puis voir aussi dans l'histoire, encore une fois, par rapport à Ayrton Senna. Moi, je le compare beaucoup à Senna dans sa façon d'aborder les choses et tout. Puis peut-être d'autres pilotes qui étaient aussi teigneux. Et ouais. De toute façon, on peut pas aimer tout le monde, mais je pense que Max, malheureusement, aussi avec la saison 2021, les gens ont plus appris à le détester. Quoi. Enfin, bref. Merci à vous. On se retrouvera normalement pour la Belgique à la fin du mois d'août. Enfin, normalement. Je pense que je vais continuer jusqu'au moins la fin de saison, mais on va savoir si je change pas d'avis d'ici là. Peut-être aussi pour du gaming, si F1 2022 devient un peu plus potable, quoi, notamment, et puis selon l'envie et mon état de santé surtout. Voilà. Bonne soirée à vous, merci d'être passé encore une fois, c'est très gentil. Merci pour les conversations. J'apprécie, ça fait du bien, parce que j'ai personne avec qui parler F1. Donc, merci beaucoup. Et puis, dans 5 mois, normalement. Sia, prenez soin de vous. Bonne fin d'été, etc. Enfin, bonne fin d'été. Bonnes vacances si vous êtes en vacances, etc. Et puis voilà. La bise. Sia Gamora. Enfin, bisous.